Si tu ne me connais pas, je m'appelle Eva et je suis en seconde année de master de biologie végétale et bientôt en thèse. Passionnée par les plantes, je te déniche leurs petits secrets. Passant par de l'histoire, de l'ethnobotanique, de la cuisine ou encore de l'écologie, je te propose d'ouvrir tes yeux sur ces êtres vivants qui nous accompagnent au quotidien. Je t'assure, tu n'y connais rien, c'est parfait. Tu y connais quelque chose, c'est encore mieux. On est là pour apprendre et pour s'amuser. Tu peux me suivre sur Spotify, YouTube, Instagram et TikTok. Et n'oublie pas que j'ai un site avec toutes mes références. cvessence.wordpress.com. As-tu écouté le dernier épisode sur les iris ? Eh bien, figure-toi que notre actrice du jour fait bien la paire avec notre cher Iris. Il était coloré, associé à l'Olympe, il sentait le parfum de la victoire, et notre pivoine l'est tout autant. Ou presque. Durant cet épisode, je t'invite à jouer au jeu des 7 différences entre ces deux trésors botanesques. Il est accepté que le genre Paeonia compte 37 espèces et appartient à la famille des Paeoniacées. Ce nom provient du grec ancien Paeonia, signifiant propre à guérir ou salutaire. Péon étant également le nom de l'un des plus anciens dieux guérisseurs des Grecs. Le mec était assez badass. En effet, il était à la fois l'élève du dieu de la médecine Asclépios et le guérisseur des dieux, rien que ça. Homère, dans le célèbre récit de l'Iliade, nous raconte que Péon soigna Arès, le dieu de la guerre, et même Hadès, le dieu des enfers. Tout à fait normal, posé. Donc la pivoine est une plante médicinale, pas très étonnant avec un nom pareil. Originaire de plusieurs pays d'Eurasie et notamment de Chine. Tiens, la revoilà. Rappelle-toi notre voyageur d'abricotier. On trouve là-bas, dans le nord du pays, une pivoine arbusive qui a 400 ans. On en trouve des herbacées, des arbusives et des itaux, hybrides entre les deux. Les pivoines ont des rhizomes comme les iris, ont de grandes fleurs aux pétales multiples et aux 1001 couleurs. À nouveau, comme les iris, elles sont appréciées en ornement et ont donc été massivement sélectionnées. Psst, viens par là, je vais te partager un secret. On m'a dit qu'elles étaient assez capricieuses. Elles détesteraient être déplacées. Et puis, choisis bien aussi l'endroit où tu les emmènes. Elles n'aiment que les sols humides mais bien drainés. Toi aussi tu rougis comme une pivoine ? Mais d'ailleurs, cette expression d'où vient-elle ? Il existe un mythe grec qui pourrait l'expliquer. Il y avait dans les temps anciens une nymphe dont la beauté était connue de tous, la nymphe Paeonia. Un jour, elle attira l'attention du dieu frivole, Apollon, qui commença à la courtiser, voire même un peu trop. La timide nymphe devint toute gênée, n'ayant pas l'habitude d'être si intensément courtisée, et rougit d'un rouge écarlate. Et comme toujours dans les mythes grecs, la fière Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, se rongeait les sangs de jalousie et d'envie. Et ouais, elle les observait depuis le mont Olympe, légèrement stalkeuse. Incapable de supporter l'éclipse de sa propre beauté, elle maudit Paeonia et la transforma en pivoine rouge. Oh, elle avait vraiment rien demandé. On dit donc que si une femme veut séduire, elle n'a qu'à se parer de pivoine. Je pense que si ça marche pour les femmes, techniquement ça doit marcher aussi pour les hommes. Et ça, tu me diras. Les fleurs rouges de pivoine, et en particulier de Paeonia peregrina, sont des symboles pour le Kosovo et la Roumanie, incarnation de courage et de résilience. En effet, on dit qu'à l'origine, la pivoine du Kosovo était blanche, et qu'à Gazimestan, en 1389, leur blancheur se tacha de rouge. Rouge du sang des combattants de la coalition chrétienne, morts dans la bataille du Kosovo. Ce groupe rassemblait des Serbes, des Valaques, des Hongrois, des Albanais, des Bosniens et des Croates. Cette bataille très importante dans l'histoire de cette région d'Europe a conduit à l'installation des Ottomans dans la péninsule balkanique, et ça pour quelques siècles.
Donc aujourd'hui, Paeonia peregrina possède un statut particulier, puisqu'elle est protégée par la loi et dans certaines régions des Balkans, cette espèce ne peut être cueillie qu'uniquement dans le cas de recherches scientifiques. De la même façon, en Roumanie, dans la plaine de Valachie, à quelques dizaines de kilomètres du Danube, sur le champ de Rovine, eut lieu une autre bataille quelques années plus tôt, en 1395. On peut entendre les exploits épiques du légendaire prince Marco, mort au combat, dans les chansons ou poèmes. Cette fois, on dit que c'est le sang du prince Marco qui tacha les pivoines. D'ailleurs, petite anecdote, ces poèmes sont souvent accompagnés d'un instrument traditionnel, le gusle. Et devine quoi, j'ai trouvé une légende roumaine sur la pivoine que je souhaite te partager. Bien évidemment, on n'allait pas passer à côté de ça quand même. Il était une fois un royaume paisible. Il était gouverné par un roi désireux de paix qui avait toujours évité tout conflit. Paisible ? Enfin, pas dans l'entièreté du royaume. En réalité, il y avait une forêt pas comme les autres. Elle était emplie de diverses entités magiques et surtout de très belles fées. Cependant, les fées exécraient les mortels et leur superficialité. Tout humain qui osait entrer dans leur royaume, ne serait-ce que d'un bout de gros orteil, était immédiatement transformé en monstre. Suivant les sages conseils de leur roi, le peuple se tenait à l'écart de cette terre maudite. Ce roi avait un fils, Bujor, qui avait grandi bien loin de la forêt mystérieuse. Mais la vieillesse rattrapa son père. Et malheureusement, un jour son heure était venue et sur son lit de mort, le bon roi dit à son fils : « Mon cher fils, je n'ai pas d'ennemis, comme tu le sais bien. Je n'ai mené aucune guerre avec nos voisins. Mais je porte un lourd fardeau sur mon âme. Bujor, tu connais aussi l'histoire. » « Oui, père, » répondit le fils avec le cœur qui se resserrait de douleur. « Tout le monde connaît l'histoire du lac maudit dans la forêt maléfique, où vivent fantômes et fées perfides, ces fées trompeuses qui transforment les gens en ânes, en veaux et autres êtres vivants. » Les yeux du roi se mirent à briller de terreur. « Ne va jamais là-bas. Tu m'entends, Bujor ? Ne va jamais au lac des fées. »« Je sais, père. Tu me l'as toujours enseigné depuis petit. » Et la tête du roi tomba sur son oreiller. Plus un souffle. Après un lourd silence, Bujor se leva, ferma délicatement les paupières de son père et le pleura. L'entièreté du royaume fut comme arrêtée, en plein geste. Bujor devint à contre-cœur le souverain du royaume. On lui donna le sceptre, on le couronna. Quelques années plus tard, quand les promesses commencent à être oubliées, Bujor, qui se promenait dans les foires et les villages du royaume, comme tout bon souverain, passa devant la forêt magique. « Ce n'est qu'une légende. La traversée me fera gagner un précieux temps. » Cependant, la nuit tombait, il fallait faire vite. La nuit répandait petit à petit sa lumière enchantée sur la forêt. Soudain, Bujor commença à somnoler. Ses bras s'engourdissaient. Il n'arrivait même plus à tenir les rênes de son destrier. Les rossignols chantaient et leur chant se transforma en rire de fées. Bujor aperçut de magnifiques femmes, nues, plus séduisantes que toutes les femmes qu'il avait croisées jusqu'à ce jour, ou plutôt cette nuit. Elles semblaient s'amuser au bord de la clairière. Bujor regarda à droite puis à gauche. Sa garde s'était déjà allongée sur l'herbe, les chevaux couchés déjà endormis. Bujor se sentit partir. Ses jambes avançaient toutes seules, comme hypnotisées par la voix des fées. Il arriva devant un bosquet enchanté, puis devant le mystérieux lac. Les fées s'amusaient de leur nouvelle proie et jouaient autour de lui. Il retira ses vêtements un à un et entra dans l'eau en suivant les fées. Tout à coup, Bujor reprit subitement ses esprits comme sorti d'un rêve et se rendit compte de sa nudité et de celle des fées. À cet instant, notre jeune homme, plutôt fleur bleue, sentit ses joues rougir, elles brûlaient, son teint devint écarlate.
Transformons-le en cafard, rit malicieusement l'une des fées. Non, il serait mieux s'il était une grenouille, surenchérit l'autre. La mère des fées, encore plus attirante que ses filles, fit son apparition. Elle portait sur sa tête une couronne scintillante ornée de pierres précieuses aux couleurs de lune. Le tableau était sublime. Pujol en était bouche bée, mais plus pour très longtemps. Non, 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 mes chères filles, puisque le roi a transgressé l'interdit et a rougi devant nos corps dénudés, je commande qu'il soit immédiatement transformé en fleur, une fleur rouge, aussi rouge que son visage. En un instant, le corps de Pujol, aspiré dans le maelstrom qui s'était formé au milieu du lac, se transforma en une fleur rouge, ardente, aux multiples pétales. Puis les fées disparurent dans le lac en riant. Plus tard, la nouvelle ainsi que cette fleur rouge se répandit comme une traînée de poudre dans l'ensemble du royaume. Le peuple, en hommage à Bujol et son père, deux souverains aimés, décidèrent d'appeler cette fleur rouge Bujol, qui signifie pivoine en roumain. Alors qu'après le coucher du soleil et que la rosée se dépose sur les pivoines divinement colorées et parfumées, on dit que ces gouttes d'eau sont les larmes du jeune Bujol qui regrette pour la fin des temps de ne pas avoir suivi les sages conseils de son père. Et le 27 septembre 2022, la pivoine a finalement été déclarée fleur nationale de Roumanie selon un acte normatif adopté par la Chambre des députés au Parlement roumain. Întreabă iederea de ce nu-s verde ca ea, măi. Iederea poate și verde. Comme on a pu le voir, la pivoine tire directement son nom du domaine de la médecine. Hippocrate, célèbre médecin grec qui vécut entre 460 et 370 avant Jésus-Christ, la prescrivait déjà comme remède pour bon nombre de maux de femme. Peut-être le sais-tu déjà, mais les médecins, en fin d'études, prêtent le serment d'Hippocrate. Et oui, on parle bien du même monsieur. Un peu plus tard, dans son traité Naturalis Historia, qui comprenait des mythes anciens, du folklore et des descriptions détaillées de la guérison de nombreuses maladies, Pline l'Ancien, naturaliste et philosophe romain qui a vécu entre 23 et 79 après Jésus-Christ, a soutenu que les pivoines avaient le pouvoir de chasser les cauchemars causés par les faunes, ces entités maléfiques. On disait donc que pour chasser les mauvais esprits la nuit, des pétales de pivoine devaient être placés sous l'oreiller. Et avec toutes ces histoires, on dit que la pivoine attire la chance. Sinon, rappelle-toi, je t'ai dit qu'elle pouvait venir de Chine. Et qui dit Chine, dit médecine chinoise. Sa racine, pelée puis découpée en tranches, est connue pour enrichir le sang, consolider le yin et réguler le foie et calmer la douleur et pas mal de choses. La pivoine moudane, ou Paeonia suffruticosa, a été renseignée comme plante médicinale dans le premier traité de Materia Medica chinois, le Shenlong Ben Cao Jin, compilé au début de notre ère. Je suis désolée d'écorcher ce nom chinois. Et enfin, une autre espèce, Paeonia officinalis, aurait été utilisée au Moyen-Âge contre les épilepsies. Il est vrai, l'analyse biochimique des pivoines a détecté la présence de païniflorine et de paénol, des molécules analgésiques et antispasmodiques. Tout comme l'iris, la pivoine est prisée en parfumerie. Ses pétales peuvent être aussi utilisés comme matière première pour les gâteaux de lune chinois, le vinaigre et la pâte de haricots. Elle est mentionnée dans certains textes anciens comme arôme alimentaire. En Chine, elle est donc célébrée chaque année au Paeonia Culture Festival de Luoyang et est la fleur du 3e mois du calendrier chinois. C'est le mois d'avril.
donc légèrement différente de l'anafuda où la pivoine est célébrée au mois de juin. On la retrouve dans des poèmes datant du 9e au 5e siècle avant Jésus-Christ, par exemple dans le livre des Odes, recueil qui a survécu jusqu'à nos jours. La pivoine est synonyme de bonheur, de prospérité et surtout de réussite aux examens, pas mal en cette période de juin. Et on retrouve souvent le motif Karajishibotan, un lion sentinelle posté à l'entrée de nombreux temples boutiques et associé aux pivoines. On continue notre voyage autour du monde et dans la région d'Osaka, au Japon, lieu de fabrication de l'anafuda d'ailleurs, la pivoine est aussi l'archétype du tatouage des yakuza et le titre d'un film culte japonais de gangsters des années 60. Dernier petit point culture qui nous fait faire un bond jusqu'à l'autre bout de la planète. Étonnant que cela puisse paraître, en 2001, Pat Holloway, chercheuse et professeure à l'université d'Alaska Fairbanks, s'est lancée dans la folle aventure de la culture de pivoine en Alaska. Oui, tu as bien entendu. Et ça a plutôt bien marché, puisque 20 ans plus tard, les pivoines d'Holloway sont devenues l'une des principales cultures agricoles de l'Alaska et l'une des rares exportations locales de l'État. Tout bonnement improbable. Ouah, faut s'accrocher avec la pivoine. On visite toutes les régions du monde. Et comme on n'a pas trop eu le temps la dernière fois pour parler de recherche et d'écologie, on va se rattraper aujourd'hui. Je voulais déjà t'en parler pour les iris, car en effet, iris, irisé, on est dans le thème de l'explication d'aujourd'hui. Chez certaines fleurs, les pétales de la corolle comportent des sillons nanométriques à leur surface, c'est-à-dire des reliefs tout petits, à l'origine d'un phénomène physique d'iridescence. Ces nanostructures de la cuticule, la protection à la surface du pétale, agissent comme un réseau de diffraction qui décompose la lumière blanche. Est-ce que tu vois les irisations de la surface d'un CD ? Tu sais, l'effet arc-en-ciel. Eh bien, c'est la même chose. Et dans le cas de nos fleurs, cette iridescence n'est pas parfaite. Seule la lumière bleue et les ultraviolets sont visibles. On peut notamment trouver ces structures sur les iris, mais aussi sur les pivoines. Et il faut savoir que les insectes, nos petits amis les pollinisateurs, voient bien les UV. Donc tout de suite, tu me vois venir. C'est le cas de le dire. Ces motifs UV sont des guides pour l'accès au nectar. Ce sont des aides pour trouver l'entrée de la fleur. On parle de couleurs structurales, je trouve ça hyper intéressant. Tellement intéressant que j'ai fait l'un de mes stages dans l'équipe qui a découvert cette couleur structurale. Edwige Moiroux, ancienne chercheuse dans l'équipe de Beverly Glover en Angleterre, a été l'une des premières à observer ce phénomène. Aujourd'hui, elle a sa propre équipe à Cambridge et travaille sur la coloration des pétales et l'évolution des plantes à fleurs, avec notamment le modèle de l'hibiscus de Nouvelle-Zélande, Hibiscus trionum. Entre nous, il est super canon. Je ne peux que te conseiller de lire son article dans Nature, sorti en 2017, Disorder in Convergent Floral Nanostructures Enhances Signaling to Bees, et de voir également le documentaire L'abominable mystère des fleurs. Je t'assure, c'est passionnant. Toutes ces recherches sur les interactions plantes-pollinisateurs sont essentielles pour comprendre comment les plantes à fleurs sont-elles apparues au cours de l'évolution et comment ont-elles évolué au contact des pollinisateurs. Mais elles sont aussi déterminantes pour l'avenir et les questions d'écologie. Connaître mieux leurs interactions pour mieux préserver les écosystèmes. Sans oublier que la pollinisation, c'est à l'origine de nos fruits. Donc derrière ces recherches, il y a aussi une sacrée histoire d'économie. La magnifique fleur de pivoine recèle bien des secrets. Véritable porte-parole du monde, elle a su se faire sa place à la fois en Eurasie et en Alaska. Aussi bien scientifique, médicale que fantasmagorique, la pivoine reste le marqueur de l'été, donc de la plage et des pieds palmés. Je te remercie toujours pour ton écoute, petite plantule. C'était le 6e épisode de la série Anafuda. Juin, la pivoine n'a pas à rougir de son cosmopolitisme. Je remercie Bleu Bachir pour la musique du podcast et Evou pour les illustrations. Tu peux noter le podcast sur YouTube et Spotify. Tu trouveras toutes les références sur mon site savessence.wordpress.com. Si tu aimes mon travail, n'hésite pas à en parler autour de toi, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Ça me fera toujours plaisir d'accueillir plus de plantules. Et n'oublie pas de bien t'hydrater pendant cet été. Bye bye!